Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préhistorex pour un lieu qui me tardait de visiter avec vous, le cairn de Gavrinis. Restez bien là, on se retrouve directement après le générique. Bienvenue sur l'île de Gavrinis qui renferme un véritable trésor surnommé la Châtelle Sixtine du Néolithique. Il s'agit d'un cairn dont le début de l'édification date de -4200 à -4000. Pour rappel, un cairn est une architecture de pierre sèche destinée à renfermer un dolmen, faisant office de sépulture. À l'heure actuelle, Gavrinis se situe sur une île, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était pas le cas au moment de son édification. Et pour comprendre cette remontée des eaux, on va remonter au Pléistocène. Le Pléistocène est une période géologique appartenant au Quaternaire, et au Pléistocène va avoir lieu une ère glaciaire qui va prendre fin quand va commencer l'Holocène en -11 500. La fonte des glaces va entraîner une hausse du niveau de la mer qui va remonter jusqu'à arriver à son niveau plus ou moins actuel, aux alentours de -1200. En -4200, au moment de sa conception, Gavrinis n'était donc pas une île, mais simplement située sur un point haut, comme c'est très souvent le cas dans la région. En tout cas, on doit une des toutes premières explorations au chanoine Mahé, le tout premier président de la Société polymatique en 1825. Et tout ça nous amène en 1979 avec la fouille de Charles Tanguy Leroux qui, à l'aide de moyens plus modernes, va permettre d'en découvrir beaucoup plus sur le cairn et sa conception. Nous avons donc affaire à un cairn d'assez belle taille, puisqu'à l'origine, il mesurait 30 mètres de côté pour 10 mètres de haut. Le cairn contient un dolmen à couloir, représentatif des sépultures collectives de la deuxième phase du Néolithique. Et à l'heure actuelle, on pense qu'il aurait pu contenir une dizaine de corps. Même si les fouilles de Charles Tanguy Leroux n'ont été que partielles, seul 1/5 du cairn a été fouillé, on a pu déterminer que le cairn avait été construit en 2 phases. Il y a eu une première construction, un premier cairn de forme circulaire, et le couloir faisait alors 10 mètres de long. On a ensuite prolongé le couloir et, par la même occasion, donné sa forme définitive au cairn. Quoi qu'il en soit, les chercheurs ont déterminé que le tout premier cairn devait avoir une forme qui laissait ses dalles de couverture apparentes. Et là, une question se pose, c'est celle de la préservation des corps dans la sépulture. Si les dalles de couverture étaient apparentes, ça laisse quand même la sépulture très vulnérable aux intempéries. Et ce serait franchement étrange de se donner tous mal pour ne pas honorer correctement ses défunts.
On s'est donc demandé si le cairn n'avait pas été associé à une autre structure qui aurait pu être faite en bois, comme c'est le cas des Kulthaus en Scandinavie. Maintenant, ça reste très incertain puisque le bois est un matériau très fragile qui parvient difficilement jusqu'à nous et qu'il faudrait en retrouver les traces, potentiellement piégées sous le cairn. Ça, c'est ce qui concerne le cairn en lui-même, mais on a aussi fouillé la façade dans l'espoir d'y faire de nouvelles découvertes et ça a été bien évidemment le cas. On y a découvert une fosse contenant des pieux de bois carbonisé ainsi qu'une traînée de cendres. Et le bois, c'est la voie royale pour permettre une datation. On a donc déterminé qu'un incendie ainsi qu'un enfouissement rapide avaient scellé l'utilisation néolithique du cairn entre 3480 et 2950 avant notre ère. On parvient à cette conclusion parce que juste au-dessus de la fosse, on a retrouvé des pierres appartenant au cairn, des pierres qui étaient rubéfiées, c'est-à-dire marquées par le feu. Et ça montre bien qu'il y a eu un éboulement précoce de la façade. Et donc sur ce, on va aller découvrir l'intérieur du dolmen. Ce sont ici 23 blocs gravés, que ce soit les orthostates, le plafond ou le sol, qui forment une unité graphique exceptionnelle. 923 mètres de gravure linéaire, ce qui représente 3077 heures de travail. Pour en savoir plus sur les techniques et les gestes des graveurs, une expérience a été menée par Marie Vourche et Cyril Chéniaud. L'objectif était d'essayer de déterminer les outils utilisés, les gestes du graveur, mais aussi la chaîne opératoire nécessaire à la bonne gravure du bloc. Avant même la gravure, on estime qu'il y a 4 phases de préparation pour rendre la dalle la plus lisse et régulière possible. On a ensuite déterminé que la gravure se faisait la plupart du temps par percussion indirecte, histoire d'être moins engageante pour le graveur. Et c'est à l'issue de cette étude qu'on a déterminé que l'ensemble des gravures de Gavrinis avait représenté 3077 heures de travail, soit 4 heures pendant 769 jours ou 6 heures pendant 513 jours. Depuis sa découverte par Prosper Mérimée en 1835, l'art présent sur les parois de Gavrinis ne cessera de fasciner les esprits. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça se passe pas très longtemps après que Jean-François Champollion ait réussi à traduire les hiéroglyphes. On s'est donc mis à étudier le corpus de signes néolithiques armoricains dans l'espoir d'y voir apparaître l'écriture dans nos régions, ce qui ne fut bien évidemment pas le cas. En tout cas, depuis le 19e, les gravures n'ont pas cessé d'être étudiées, et notamment par Elisabeth Chitowig, qui avait pu réaliser les relevés les plus fidèles jusqu'alors. Sa technique avait été de placer un calque sur les gravures pour être au plus près des tracés.
Maintenant, cette technique pose un vrai problème, puisqu'elle est tributaire de l'appréciation du chercheur, et qu'une fois les calques dépliés, on perd inévitablement de ses proportions. C'est ainsi que dans le cadre d'un corpus de signes néolithiques armoricains renouvelé, Serge Cassen et Valentin Grimaud, armés des toutes dernières techniques modernes, ont proposé une nouvelle grille de lecture quant aux signaux inscrits sur les parois de Gavrinis. L'idée a été de faire des relevés tridimensionnels avec l'aide de capteurs optiques. Concrètement, on va s'appuyer sur la photogrammétrie et la lasergrammétrie. La photogrammétrie consiste à prendre des photos de toute la dalle pour la modéliser en 3D. Et en lasergrammétrie, on va balayer un laser sur la surface à enregistrer et créer un maillage de points en 3D. Toutes ces techniques présentent un certain nombre d'avantages. Tout d'abord, elles présentent le support de travail le plus vierge possible, et rien n'empêche à notre chercheur de pouvoir reprendre ce travail à la lumière de nouvelles découvertes. Ce sont aussi des techniques beaucoup moins invasives pour le monument, puisqu'on n'est plus en contact direct avec les stèles et que mine de rien, le contact direct, ça reste destructif. Et surtout, elles permettent de voir ce qui est invisible à l'œil nu, de distinguer ce qui est de l'ordre de l'intervention humaine ou de la nature de la pierre, mais aussi de pouvoir proposer une chronostratigraphie des tracés, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déterminer quels tracés ont été réalisés en premier. Ce que je vous propose, maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces techniques, c'est de voir ensemble comment les chercheurs ont travaillé en s'arrêtant sur quelques-unes de ces dalles. Et on va commencer par celle qui est juste derrière moi. On a donc cette stèle qui a une partie tronquée. Il s'agit d'un réemploi, remanié pour pouvoir correspondre aux dimensions du dolmen. Grâce à la chronostratigraphie rendue possible par les nouvelles techniques modernes, on a réussi à déterminer qu'il y avait ici 6 phases de gravure. Identifier ces phases permet de comprendre le point de départ d'un récit ainsi que les éléments les plus importants de la scène. Ici, on a 21 motifs, une crosse, ces embarcations avec équipage qu'on retrouve sur quasiment toutes les stèles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces gravures, on les retrouve un petit peu partout sur toute la côte, un peu plus loin dans les terres, mais jamais à plus de 35 ou 40 km, soit la distance qu'une personne peut parcourir en une journée jusqu'à arriver à la côte. Et on a ces tourbillons et ces arcs de cercle qui sont si caractéristiques du style de Gavrinis, qu'on retrouve aussi au Petit Mont, mise en relation avec les représentations de bateaux, de cachalots, mais aussi de céphalopodes, on s'est tourné vers une nouvelle interprétation et il s'agirait d'eau en mouvement. Un autre argument en faveur de cet élément aquatique, c'est que ce sont des populations qui sont en contact direct avec la mer. Et juste ici, entre Erlanic et Gavrinis, on retrouve ce qu'on appelle le courant de la Jument, qui est un des 2 courants les plus forts d'Europe. Et si on l'observe, on voit qu'il crée 2 gros tourbillons qui ressemblent beaucoup à ce qu'on voit là. Et tout ça offre une grande cohérence avec la grille de lecture qui voudrait que ce qui est représenté dans le corpus de signes néolithiques armoricains ait attrait à un imaginaire maritime. Et enfin, on retrouve ces grosses amphes qui ont été réalisées après les gravures, et elles ressemblent curieusement aux dalles servant de bouchons aux sépultures du bassin parisien. On s'est donc demandé si, dans l'imaginaire des bâtisseurs de Gavrinis,
ces poignées ne faisaient pas office de porte pour un monde vers l'au-delà. On va maintenant passer à la dalle C2. Je ne vais pas m'attarder outre mesure sur cette stèle, parce qu'on a globalement les mêmes signes que sur la précédente, mais on a tout de même ces 3 petits renflements-là, qu'on a longtemps pris pour des H polis, mais vu la forme, ça ne matche pas vraiment, et on s'est demandé si cette forme ne correspondait pas à la forme inversée des poignets qu'on vient de voir tout à l'heure. D'autant qu'on a comme la représentation d'un monde souterrain inversé sous le trait, les arcs partent dans un autre sens. La crosse aussi ici est à l'envers. Est-ce que c'est la représentation d'un monde souterrain de l'au-delà inversé ? La question reste encore entière. Il a été déterminé que la première phase de gravure, comme pour quasiment toutes les stèles, avait consisté à tracer de grands traits qui venaient délimiter la composition. Il est donc clair que ces dalles ne sont pas remplies n'importe comment, mais qu'on a l'intention d'un récit structuré, si on voulait faire une comparaison comme les cases d'une BD. On a ensuite gravé ce grand cruciforme, interprété comme un humain, les bras en croix. Et d'ailleurs, si on le compare avec le bateau avec équipage, les personnages qui sont sur le bateau, on remarque qu'il est quand même de très grande taille. La question se pose de savoir s'il s'agit d'un humain normal, d'une divinité ou d'un mélange des deux. Un certain nombre de H polis viennent entourer le personnage. On a alors rempli le haut de la dalle avec des arcs de cercle et des signes crossés. Cette partie complétée avec des signes plus ou moins quadrangulaires qu'on a déjà rencontrés à Kercado ou à Mané-Carionette par exemple. Et enfin les arcs de cercle et ces curieuses lignes en bas de composition. Cette stèle est tout particulièrement intéressante parce qu'elle présente 2 faces gravées, mais ce sont en réalité 3 faces sur 4 qui le sont. Il s'agit donc d'un réemploi évident. On observe une continuité entre les 2 faces gravées, et donc pour pouvoir la lire, si je puis dire, il faudrait la déplier. En utilisant les mêmes méthodes que pour les dalles précédentes, on remarque que les motifs ont été créés de bas en haut. On observe ici, encore une fois, un bateau, des signes jubiformes interprétés comme des oiseaux en vol, surmontés d'un petit astre. Et d'ailleurs, sur la dalle C4 qu'on vient juste de voir tout à l'heure, on avait exactement la même chose, et on s'est donc demandé s'il ne s'agissait pas d'une association entre un oiseau et un astre. Et sur la face arrière, que vous ne verrez malheureusement qu'en virtuel, est représenté un immense céphalopode de type calmar géant. C'est un motif qu'on a encore très peu croisé à travers les épisodes, mais qui fait partie intégrante du corpus de signes néolithiques armoricains. Le fait qu'il soit a priori seul sur la dalle pourrait en faire un totem. Mais encore une fois, ça reste une hypothèse. On a cette dalle de couverture qui a priori est une dalle classique, de très belle taille quand même,
Mais les fouilles de Charles Tanguy-Leroux ont révélé que le dessus de la dalle était gravé et provenait d'un ouvrage de grande stèle, et pas n'importe quelle stèle. Elle correspond avec la dalle de couverture de la table des marchands qui se trouve à Locmariaquer. Elle est issue d'un alignement de menhirs du 5e millénaire avant notre ère, dont le plus célèbre représentant est le grand menhir brisé. Cette grande stèle, comme le grand menhir, est faite en orthogneiss, et dans le Golfe, il n'existe que 2 gisements possibles, à Vannes et sur la presqu'île de Rhuys. Ce qui offre un véritable questionnement sur le transport. Soit on a contourné le problème de l'eau, mais ça reste coûteux pour ceux qui se sont chargés de son transport, d'autant que le terrain était très vallonné à l'époque. Soit on est directement passé par la mer, et ça signifie que ces personnes pouvaient fabriquer des embarcations de très grande taille, capables de porter au moins 300 tonnes. Et c'est ce qui semble être le plus probable. Ici donc sur cette stèle sont présents un cachalot, un caprin, mais également un humain qui a l'air de curieusement s'incliner devant un bovin. Malgré la crosse et la hache emmanchée qui sont présentes, ce sont pour la plupart des représentations animales gravées sur cette stèle. Et si on prend en compte le fait que ces 2 animaux aient des pieds humains et des cornes démesurées, mais aussi l'homme en position de soumission, on se demande si ce ne sont pas des divinités ici représentées. Ce sont 33 lames de hache qui sont représentées à Gavrinis et ce n'est bien sûr pas anodin. Dans le cadre du projet Jade mené par Pierre Pétrequin, les lames de hache gravées sur les parois de Gavrinis ont été étudiées. Dans les grandes lignes, le projet Jade s'est intéressé au phénomène social que sont ces grandes lames de hache en jadéite. Ce sont des objets que l'on date du 5e millénaire, des tout débuts du néolithique, donc de la même période que les grandes stèles de Locmariaquer et que les tumulus carnacéens. Des objets que l'on a échangés pendant tout le néolithique et qui trouvent leur origine au mont Viso dans les Alpes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les échanges de lames en jade alpine se font à l'échelle européenne et ça implique qu'un groupe d'hommes dans le mont Viso s'est spécialisé dans la taille de ces pierres. La présence de ces grandes haches en Bretagne et notamment dans le Morbihan, de même que leur représentation, est exceptionnelle. Sur 102 gravures de haches en France, 65 se trouvent en Bretagne. Comment pourrait-on expliquer ça? Pour répondre à cette question, on va d'abord s'attarder sur leur production. Le matériau n'est pas uniquement choisi pour son côté esthétique, mais aussi pour ses qualités techniques de dureté. Il a donc le potentiel d'un véritable outil. Mais malgré tout, ces haches n'ont jamais servi, ce qui en fait des objets de prestige. On peut donc soupçonner que la Bretagne, ou plus particulièrement les personnes de haut rang de cette région, avaient une importance à très grande échelle. On connaît bien sûr les lames de hache présentes dans le mobilier des 3 tumulus carnacéens, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas les seuls endroits où on en retrouve. Des dépôts de lames ont été observés un peu partout en Europe, et pour ne citer que le Morbihan, on a le dépôt de 17 haches de Bernon à Arzon, ainsi que celui du Petit Rohu.
Ces deux dépôts hors sépulture, comme beaucoup d'autres, ont la même caractéristique. Ils ont été retrouvés tranchant vers le haut. Et c'est ce qui est représenté à Gavrinis. Ces offrandes de grande âge sont souvent découvertes proches de points d'eau, que ce soit des lacs, des rivières ou encore des tourbières. Et c'est encore la même association que l'on retrouve ici à Gavrinis. En regardant attentivement les gravures de l'âme, on se rend compte qu'elles vont souvent par paires et c'est un élément très intéressant à noter. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour fabriquer une lame de hache, on a un bloc prétaillé qu'on va diviser en deux pour obtenir la forme caractéristique de l'objet. Chaque hache a donc une jumelle. On peut envisager que ces lames aient pu avoir un rapport avec l'altérité ou la dualité. Peut-être le masculin, le féminin, la vie, la mort, ou encore qu'elles soient le symbole de déités jumelles. En tout cas, que l'on retrouve ces grandes lames dans les tumulus carbacéens, et au vu, encore une fois, de leur forte valeur symbolique, tend à indiquer que ce n'étaient pas simplement des personnes riches, mais qu'ils étaient d'une sorte de royauté divine, peut-être un intermédiaire entre le monde des vivants et celui des dieux. Ce qui peut également expliquer en partie que ces personnes aient été honorées par leur communauté qui leur ont offert de magnifiques sépultures, mais aussi par d'autres qui leur ont fait parvenir ces objets de prestige. Revenons une dernière fois à la sépulture. Et comme pour le Manélude, on s'est rendu compte que la quasi-totalité des dalles de Gavrinis provenaient d'une barre de stèle. En observant attentivement, on remarque que les parties hautes ont été tronquées, certains côtés également, de même que certains motifs continuent sous le sol. En ne sachant pas dans quel ordre elles ont été disposées au préalable, on se retrouve dans l'impossibilité de restituer le récit initial. Et si on rajoute à ça le fait que le couloir ait été prolongé avec des stèles aux motifs similaires dans la deuxième phase de construction, ça rend les choses encore plus compliquées. Car s'il s'agit d'un ouvrage de menhir datant du 5e millénaire, ça sous-entend que des siècles, voire des millénaires plus tard, le même imaginaire et les mêmes récits ont toujours cours, même si le sens premier peut bien sûr avoir été dévoyé. Pour conclure, la difficulté d'interprétation reste la même, un réemploi des signes tronqués, même si certaines représentations peuvent nous paraître évidentes, animaux, bateaux, d'autres sont bien plus délicates. Et l'avenir de la recherche nous donnera plus d'indices en faveur de cet univers maritime, ou la validera à la lumière de nouvelles découvertes. En tout cas, on peut se dire, quand on regarde toutes ces gravures qui reviennent régulièrement, crosses, haches, oiseaux, humains, qu'on est face à une forme d'abstraction, qu'on est plus dans le concept que dans la représentation réelle des choses. Et poussé à l'extrême, ce système symbolique aurait pu avoir toutes ses chances de devenir une véritable écriture. Tout ça a le mérite de nous montrer une société complexe d'agriculteurs, de navigateurs, d'artistes incroyables qui s'assemblent autour d'un imaginaire fort et qui perdure sur des millénaires. Une société aux prémices de la civilisation et du monde tel qu'on le connaît. On arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous aura plu.
Avant de vous quitter, il y a 3 livres que j'aimerais vous conseiller. 3 livres édités par l'association Les Vaisseaux de Pierre. Donc on va trouver Couleur du temps, Gavrenis, Vaisseau engravé et Gavrenis, Autour du gouffre, qui est une très grosse monographie qui vient juste de sortir, qui est très complète sur le sujet, donc je pense que vous y trouverez votre bonheur. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.